L'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le projet Une éducation de qualité pour tous ne cesse de se matérialiser au Togo. Ce samedi, ce sont de futurs aspirants enseignants qui ont passé le concours de recrutement dans le pays. Les détails dans ce journal. Pendant ce temps, les agriculteurs se familiarisent aux nouvelles pratiques agricoles plus résilientes au changement climatique. L'agriculture intelligente rentrera bientôt dans leurs habitudes. Et puis, les changements ne font pas seulement du mal aux agriculteurs et aux saisons. La santé des tout-petits est également touchée. C'est l'alerte lancée ce samedi par l'UNICEF. Voilà pour les titres et nous débutons avec l'actualité éducative. Des bâtiments scolaires construits à travers le pays, tout le territoire, plus d'enseignants qualifiés disponibles. Voilà ainsi l'ambition du gouvernement togolais pour un secteur éducatif à la hauteur d'une éducation de qualité qui prend tout son sens et se matérialise. Et de grandes actions réalisées depuis 2022 le prouvent à suffisance. Retour sur toutes ces réformes entreprises dans le secteur éducatif avec Ulrich Amiga. 3000 salles de classe d'ici à 2025 pour augmenter la capacité d'accueil scolaire dans les établissements et améliorer les conditions d'apprentissage. Le chef de l'État en a fait une priorité dans la feuille de route Togo 2025. Et depuis lors, les moyens sont mis en place pour avoir des salles de cours sûres et en nombre suffisant à travers le territoire. En 2022, 400 salles de classe ont été construites sur l'ensemble du territoire national pour accueillir les élèves. Déjà, au titre de l'année scolaire 2020-2021, le bilan est de 705 salles de classe construites. Ces infrastructures sont réalisées notamment dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, un projet destiné à offrir un cadre d'apprentissage convenable aux apprenants. La deuxième phase du PAREC s'étend de 2019 à 2023 avec un financement de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. Parmi les volets du PAREC 2, il y a la construction de 380 salles de classe supplémentaires dans 92 collèges publics avec l'installation des équipements sanitaires. Le projet intègre également l'accompagnement de la gouvernance des établissements pour un environnement scolaire protecteur et sensible au genre, la formation de 4000 chefs d'établissement, enseignants volontaires et titulaires. Quant au PAREC 1, il a été mis en œuvre entre 2014 et 2018 avec une enveloppe totale de 5 milliards de francs CFA, ce qui a favorisé la construction de 160 salles de classe. À la clé, 3000 enseignants et directeurs d'établissement avaient aussi bénéficié d'une formation. De même, des bâtiments scolaires sont construits dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAQEB, et du projet d'amélioration de l'accès, équité et de la qualité de l'éducation au Togo, PAEQUET. À la construction des salles de classe s'ajoute le recrutement d'enseignants, un paramètre important dans la politique éducative pilotée par le président de la République, Faure Zimnania Singbi. L'on en veut pour preuve les multiples concours lancés depuis 2021 et qui ont permis de recruter un plus grand nombre d'enseignants. Entre 2021 et 2022, plus de 5000 enseignants se sont ajoutés aux 41 000 déjà existants dans le système éducatif. Un nouveau concours est d'ailleurs en cours. Il permettra d'embaucher au total 4501 enseignants qui vont renforcer les effectifs pour l'année scolaire 2023-2024. De nombreuses actions du chef de l'État qui entrent dans le cadre du premier palier de la stratégie de réalisation du projet P9, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et le Ulrich Amiga l'a évoqué justement ce samedi, a été lancée la phase écrite d'un concours de recrutement d'enseignants dans le pays. Et c'est le ministre de la fonction publique qui a donné le top départ au lycée Cara 1. Le compte rendu avec Nestor Monzo. Par arrêté interministériel du 20 juin 2023, il a organisé un concours national de recrutement de fonctionnaires enseignants du préscolaire, primaire et du secondaire général, technique et professionnel au profit des Togolais des deux sexes âgés de 18 à 40 ans pour le compte du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, suivant les besoins spécifiques identifiés dans chaque région du pays. Ce sont les épreuves écrites de ce concours qui se déroulent ainsi.
Ces épreuves ont été lancées au lycée Kara 1 par le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Sampo Alanja. Le gouvernement et les organisations syndicales du secteur de l'éducation se sont convenus qu'il soit fait chaque année des concours afin de résoudre le déficit des enseignants dû au départ à la retraite et à la multiplication des établissements publics. 31 860 candidats composent, répartis dans les 7 régions éducatives du pays. Pour le préscolaire et le primaire, les candidats planchent sur une épreuve unique de culture générale. Concernant les candidats de chaque cycle du secondaire général et le secondaire technique et professionnel, ils composent dans une épreuve commune de culture générale et dans les épreuves de spécialité. Le nombre de postes ouverts au concours est de 850 au préscolaire, 1680 au primaire, 824 au premier cycle du secondaire général, 676 au deuxième cycle du secondaire général et 471 au secondaire technique et professionnel, soit 4501. Le gouvernement concrétise ainsi davantage sa volonté de réduire le chômage des jeunes. Et c'est donc le représentant du ministre de la Fonction publique qui a donné le coup d'envoi donc à ce concours de recrutement des enseignants. Et les infrastructures routières de qualité sont également inscrites au chapitre des réformes en cours au Togo. Et dans la commune Pendial 2, par exemple, bientôt la rivière Pansieri ne sera plus un obstacle pour les populations pour se déplacer. De grands travaux de construction de ponts sont en étude. Gérard Lagoudou nous en dit plus. La traversée de la rivière Pansieri. Nous sommes dans la commune de Pendial 2. Je voulais juste traverser, aller au dispensaire de Pansieri pour soigner mon enfant. Mais arrivé à la rivière, je n'ai même pas trouvé personne pour me traverser. Je devais retourner et faire comment? Je ne sais pas ce qui devait m'arriver. Dans la localité, c'est le quotidien dans presque tous les secteurs d'activité. Et le pire moment reste la saison pluvieuse. Le temps de pluie, nous les femmes de Pansieri, on se débrouille dans le commerce des poissons. Mais ceux qui vont venir payer maintenant, les routes maintenant font problème de venir payer. Pour traverser la rivière, c'est par les pirogues, mais souvent ça se noie. Quitter ici, aller à Borgou, c'est impossible. Dans notre canton de Tambigou même, pour aller à Tambigou, vraiment s'il n'y a pas de pirogue, personne ne doit pas aller les temps de pluvieuse. Pansieri n'est pas CG, il n'y a pas lycée, et c'est là-bas les enfants allaient fréquenter. Le temps d'accouchement, vraiment, on trouve beaucoup de difficultés sur ce point. Si à l'USP et par mégarde, on va nous évacuer vers Dapon, c'est l'agonie. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales est venu s'imprégner des réalités du terrain. Bouraïma Kamfitine Tchedeissa a relevé les contraintes, que ce soit en matière de pistes d'accès ou encore d'ouvrages de franchissement. Nous remercions le président fort d'avoir envoyé monsieur le ministre pour voir ce qui se passe. Franchement, si le pont est établi, nous sommes guéris. Nous les Allemands, je dis là où on est là, l'eau a déjà pris notre bien. Notre commerce aussi, ça ne va pas aller. Dieu nous a donné le courage pour trouver ces financements, pour venir faire un pont ici. Et à l'issue de la visite, de grandes lignes sont définies pour rassurer. On est dans le mois d'août, donc ça nous a permis de voir effectivement la crue et une idée déjà sur la longueur du pont qu'il faut projeter. Donc déjà ici, il faut au minimum avoir un pont de 300 mètres linéaires pour pouvoir relier les villages qui sont de l'autre côté, notamment Tabigou, Aoukeni, Gando et tomber sur la route nationale numéro 1. Surtout dans les moments difficiles, le chef de l'État est toujours avec nous. Donc nous tenons à remercier très sincèrement pour cette œuvre immense que le chef de l'État a accomplie pour nous. Nous sommes contents de sa politique, la politique de M. le Président Faure. On est derrière lui toujours, on est derrière le Président Faure. Mais en attendant le démarrage des travaux, le ministre Tchedeissa a appelé les riverains à la prudence et surtout à la franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement prônés par le chef de l'État.
Les producteurs agricoles des pays d'Afrique de l'Ouest ont, eux, opté pour des pratiques agricoles résilientes aux effets néfastes des changements climatiques. Et c'est à travers l'agriculture dite intelligente. Il est question de la faire découvrir aux différents acteurs. L'étape de la CARA avec Nestor. La session de renforcement des capacités des acteurs du projet régional de promotion de l'agriculture intelligente face au climat à Kara s'est déroulée en 2 phases. La première en salle et la deuxième sur le terrain. L'agriculture intelligente face au climat, c'est celle qui est soucieuse de l'environnement. Elle se base sur 3 piliers. Produire toujours plus pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire constitue le premier pilier. Le deuxième pilier se réfère à l'adaptation et consiste à produire malgré les risques climatiques, notamment les sécheresses et les inondations. Le troisième pilier est lié à l'atténuation des changements climatiques. La visite de terrain a été effectuée à Kanté, au Centre Action Sociale pour l'Environnement et le Développement en Afrique, ACEDA, reconnu pour ses pratiques agroécologiques. Sur ce site, ils pratiquent l'irrigation de suppléments, c'est-à-dire en pleine saison pluvieuse, il y a des poches de sécheresse qui peuvent survenir. En ce moment, ils mettent leur système d'irrigation. Dans la même pratique de l'irrigation, ils ont abordé un deuxième niveau d'intelligence qu'on appelle l'intelligence de l'énergie. Ils utilisent un pompage solaire. Et ce pompage solaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Une troisième forme d'intelligence qui est très bien utilisée sur cette ferme, c'est l'intelligence des nutriments et du sol. Vous voyez. Ils ont l'élevage, les déjections de ces animaux sont utilisées pour pouvoir fertiliser les cultures. Et ces fertilisants sont très riches en éléments nutritifs dont les plantes ont besoin. L'intérêt de la formation est de fournir aux acteurs du secteur agricole l'ensemble des compétences pour pouvoir, dans un premier temps, diagnostiquer les risques climatiques qui se posent dans les systèmes de production et, en deuxième lieu, proposer des solutions adaptées aux climato-intelligentes. Ce que nous avons appris en termes de sécheresse, c'est qu'il y a plusieurs pratiques que nous pouvons faire par rapport au système d'irrigation goutte à goutte. Il y a des systèmes que nous pouvons utiliser, que nous appelons les cultures en terrasse. Il y a également le système des demi-lunes et beaucoup de choses qui nous ont été apprises par rapport à cet aléa, par exemple. Ça dépend de notre milieu et ça dépend du problème qui se pose effectivement à nous. L'atelier nous a permis une ouverture d'esprit pour que nous puissions savoir qu'il y a des pratiques qu'on abandonnait. Maintenant que nous sommes dans ce cas de changement climatique, il faut reprendre ces pratiques-là avec plus de réflexion pour vraiment faire face à ces changements climatiques. Les cultures que nous mettons en place, il faut pouvoir réfléchir pour trouver la façon dont il faut conserver nos sols, avec la matière organique par exemple, et maintenant aussi utiliser des variétés de semences qui sont tolérantes au climat. En ce moment, même s'il y a les effets du changement climatique, au moins les producteurs vont s'en sortir. Le projet régional de l'agriculture intelligente face au climat est initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il est exécuté par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui assure le financement. Le projet couvre 5 pays, le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et le Ghana. Direction d'Apaon, où un incendie a ravagé le bâtiment de l'orphelinat Sainte-Monique. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables. Une situation qui a suscité un geste de compassion de la part du gouvernement et de ses partenaires. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. Des stigmates encore perceptibles tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment de l'orphelinat Sainte-Monique de l'association Vivre dans l'Espérance. Et sur les lieux du sinistre, d'énormes cicatrices qui témoignent de la violence de l'incendie qui s'est déclenché dans la nuit du 29 au 30 août 2023 autour de 22 heures. Situation maîtrisée par les sapeurs-pompiers avec le concours du quartier et des participants au Forum des jeunes du renouveau charismatique catholique dans la ville de Dapaon. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Ils ont déjà été traumatisés par le décès de leurs parents.
Aujourd'hui, parmi les enfants, il y avait quelques-uns qui me disaient « Maman, c'est fini pour nous, on a tout perdu, on a perdu nos parents et voilà, on perd notre maison, notre avenir est parti. » On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, car pour toute épreuve, il y a quand même un message. Et le message ici, amour et solidarité. Dans cet élan, dès les premières heures de la triste nouvelle, pas de répit pour les autorités locales, les leaders religieux et le peuple togolais. En plus de la compassion, le gouvernement, à travers la plateforme de réduction des risques de catastrophe soutenue par l'ANPC, l'UNICEF, l'UNFPA et bien d'autres, a mobilisé cet important appui en faveur du centre. C'est l'occasion pour moi de renouveler à l'association Vivre dans l'Espérance le soutien du gouvernement et sa proximité de prière. La rentrée, c'est le 18. Tout est parti en fumée. Les cahiers, les tenues, les pièces de naissance et beaucoup d'autres choses dont ces garçons et filles auront besoin pour affronter la rentrée comme tous les autres enfants. Que chacun laisse parler son cœur. Je suis très touchée par cette mobilisation rapide. Un sincère merci. Le merci va tout d'abord au gouvernement. Nous savons que nous sommes aimés, nous sommes écoutés, nous sommes soutenus par les uns et les autres. Et mon mot, c'est merci. Nous allons continuer par vivre dans l'espérance. Même si nous souffrons, même si nous avons de la peine, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour le fait que les vies ont été préservées. L'orphelinat Sainte-Monique de l'association Vivre dans l'Espérance a ouvert ses portes en 2002. Le centre compte aujourd'hui à sa charge une centaine d'enfants et laisse ses portes ouvertes aux bonnes volontés. Actualité politique avec cette journée de réflexion pour certains membres du parti UNIR, Union pour la République. Ce sont les sages du parti qui se sont retrouvés pour définir les stratégies pour renforcer ainsi les bases de UNIR sur le terrain politique. Les précisions avec ce reportage signé Christine Petit-Kaloudé. Les sages du parti Union pour la République UNIR ont un rôle actif dans l'élaboration et la proposition des stratégies en vue du renforcement des idéaux du parti et de ses valeurs. Les élections à venir s'annoncent. Le parti UNIR tient à consolider sa position de parti majoritaire sur l'échiquier politique. Les membres du bureau du mouvement des sages du parti UNIR se mobilisent déjà. Ils ont fait le choix de la ville d'Anéron pour réfléchir aux meilleurs moyens et stratégies en vue d'une plus grande mobilisation des militants pour le succès de cette formation politique lors des élections législatives et régionales. Il faudrait que nous nous retrouvions pour réfléchir sur l'avenir de ce mouvement et ipso facto sur également aussi notre contribution plus active pour la promotion de notre parti et son ancrage politique à tous les niveaux. La grande problématique également, c'est de réfléchir sur le rôle, les responsabilités et l'engagement d'un militant. Comment communiquer des informations au sein d'une instance politique. Aussi, comment travailler pour pouvoir informer les militants du haut jusqu'en bas, ce qu'on appelle la stratégie de la perle. Comment est-ce que les informations doivent passer jusqu'à ce que la base soit mobilisée et rester sur le qui-vive. Le chef de l'État, Faure Essozinanya Singbe, président du parti UNIR, travaille à réaliser sa vision d'une nation paisible, sécurisée, qui se fonde sur des valeurs d'inclusion, d'équité, de justice et de progrès social. Dans cette logique, les fausses informations, les intoxications sont un défi, selon les sages du parti, à relever. Elles sont source de malaises sociaux. C'est un problème d'intoxication actuellement un peu partout dans les instances internationales, pour ne pas dire aussi surtout nationales. Il y a toute une série d'intoxications, il y a des fausses informations qui circulent. Donc il faudrait quand même que nous réfléchissions là-dessus pour voir comment déjouer ce type d'informations. Au cas où de telles intoxications arrivaient ou bien arriveraient, et que le militant sache comment réagir. Le bureau des sages UNIR, fort de 11 membres, est aujourd'hui réduit à 9. Une minute de silence est observée en mémoire de ceux qui les ont quittés. À marge de la journée de réflexion des sages du parti UNIR,
Une opération éco-jogging a mobilisé les jeunes de la ville tricentenaire pour une opération à déro propre. Politique encore cette fois en Côte d'Ivoire, ce samedi était jour de vote. Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour un double scrutin municipal et régional à valeur de test avant la présidentielle de 2025. Les près de 8 millions d'électeurs ivoiriens ont commencé à voter dans le calme ce samedi matin pour les élections municipales et régionales. Un scrutin qui doit aboutir à l'élection de 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux. À part quelques retards dus à l'absence de matériel de vote, aucun incident violent n'est à déplorer, selon les ONG présentes dans les bureaux de vote. C'est mon devoir que je suis venu accomplir dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est parce que j'aimerais que les choses changent. Bon, c'est vrai qu'à une voix, tu ne peux pas faire la différence, mais on ne sait jamais. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Je suis vraiment très content de venir voter. J'invite alors tous mes camarades qui sont encore à la maison, qui ne pensent pas que le vote est important. C'est très important parce que c'est un débat de citoyenneté. Un très bon citoyen doit pouvoir comprendre que le vote, ça permet de changer une vie. Le scrutin revêt toutefois un enjeu national, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Les résultats permettront de juger le poids des 3 principales formations politiques, le RHDP, parti au pouvoir du président Alassane Ouattara, et les 2 principaux partis d'opposition, qui ont tenté de jouer l'union sacrée en s'alliant dans un certain nombre de localités. Parmi eux, le PPACI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo. C'est le premier scrutin depuis son retour en 2021, après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. C'est aussi un test pour le PDCI, qui doit motiver sa base électorale après la disparition il y a un mois de son leader historique, Henri Konan Bédié. Les résultats définitifs sont attendus en début de semaine prochaine. Le typhon Saola a balayé le sud de la Chine ce samedi après être passé sur Hong Kong. Annoncé comme d'une extrême violence par les autorités chinoises, le typhon a créé plus de peur et un peu de mal. Regardez. Certains quartiers sont encore partiellement inondés. Dans le centre-ville de Hong Kong, des dizaines d'arbres ont été déracinés par la puissance des vents. Malgré ces destructions causées par le typhon Saola, l'archipel se réveille soulagé. Les vents et les pluies ont été moins violents que prévu. Cet homme a même repris son sport quotidien comme si de rien n'était. Le passage du typhon était redouté. Certains habitants, imprudents, ont voulu capturer les images de ce qui était annoncé comme l'une des tempêtes les plus violentes depuis 1949. La plupart des Hongkongais étaient restés calfeutrés chez eux. C'était un peu effrayant parce que ça soufflait vraiment très fort. Et bien sûr, nous sommes restés à la maison en restant positifs et en pensant que tout irait bien. Là où on habite, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés et certaines fenêtres sont brisées. Mais les quelques 900 000 personnes résidant dans les zones dangereuses avaient été évacuées en amont. Dès l'alerte passée, les services de la ville ont commencé à dégager les routes. Le typhon a perturbé grandement le trafic aérien. Des centaines de vols ont été annulés au préalable, avant une reprise très progressive en milieu de journée. Ces intempéries et bien d'autres encore plus puissantes, dues pour la plupart au changement climatique, agiraient sur la santé des enfants. C'est ce qu'affirme l'UNICEF qui alerte sur les conséquences de ces chocs climatiques. Un rapport de l'UNICEF publié vendredi met en lumière l'impact du changement climatique sur les enfants en Afrique, décrit comme exceptionnellement vulnérables face aux événements météorologiques extrêmes fréquents sur le continent. Le stress hydrique que connaît le continent est estimé à 250 millions de personnes en Afrique à tout moment. Si l'on considère, et je n'ai pas les dernières statistiques, qu'il y a environ 1 milliard de personnes en Afrique, cela signifie qu'une personne sur 4 sur le continent est affectée directement par le stress hydrique et par l'effet du changement climatique. L'étude a été publiée à quelques jours du tout premier sommet africain pour le climat qui débutera lundi dans la capitale kenyane, Nairobi. L'UNICEF appelle notamment à plus de financement pour lutter contre le changement climatique.
Il faut redoubler d'efforts au niveau local et international pour soutenir l'adaptation au changement climatique et investir dans des solutions climatiques adéquates. Le sommet qui aura lieu la semaine prochaine est l'occasion d'accélérer le processus et de concrétiser les engagements financiers pris depuis des années afin d'être prêt à affronter les événements à venir. Selon l'organisation, dans 48 des 49 pays évalués, les enfants sont exposés à un risque élevé ou extrêmement élevé de subir les chocs climatiques. Et au Kenya, justement, on pense réduire considérablement l'action humaine sur le climat. Le pays se met à la moto-taxi électrique. Regardez. Voici un modèle des futurs mototaxis qui circuleront bientôt dans tout le Kenya. Un projet du gouvernement qui souhaite limiter ses émissions de carbone. Nairobi accueille d'ailleurs dans quelques jours le premier sommet africain sur le climat. Et pour faire la promotion de ces véhicules électriques, c'est le président de la République lui-même qui s'est prêté au jeu. William Ruto a testé l'une de ses motos à l'occasion du lancement du projet à Mombasa. Je suis ravi de présider le lancement du programme e-mobility par la start-up Spyro, qui est un géant de l'e-mobilité qui a à son actif de nombreuses réussites dans l'industrie des véhicules électriques et dont l'empreinte s'étend du Bénin au Togo jusqu'au Rwanda. L'objectif du gouvernement est qu'au moins 5% de tous les véhicules immatriculés dans le pays soient électriques d'ici 2030, contre moins de 1% actuellement. Le passage à la mobilité électrique est une démarche hautement prioritaire pour relever les défis de la pollution, des effets néfastes sur la santé et des coûts du carburant qui augmentent le coût de la vie. Le succès de la transition vers l'immobilité nécessite une reconfiguration fondamentale de nos systèmes de transport par l'électrification et la fourniture de tous les services et infrastructures nécessaires dans l'ensemble de l'écosystème. Le secteur des mototaxis emploie 1,5 million de personnes et génère 1,4 milliard de dollars par an pour l'économie nationale. Ces motos électriques sont d'ailleurs donc visibles à Lomé, dans les rues de Lomé. Mais c'est d'un tricycle à essence que nous allons vous parler, ou plutôt sa conductrice. Et oui, c'est une femme, 14 ans déjà, après 14 ans passés sur un engin à 2 roues comme Zemidian. Eh bien, Inyonam ou Maman Zem, c'est comme ça qu'on l'appelle, est passée sur le 3 roues. 6 ans déjà donc qu'elle emprunte cet engin et elle sillonne les rues de Lomé avec une clientèle bien satisfaite. Le portrait de Maman Zem, conductrice de tuk-tuk, c'est avec Immaculée Baoui Abalo. Depuis presque 15 minutes, elle attend patiemment son chauffeur de taxi préféré, Maman Zem, la conductrice de ces petits véhicules à 3 roues qu'on appelle tuk-tuk. Comme elle, de nombreux clients fidèles font appel à Maman Zem pour leur trajet aujourd'hui. Cela ne résulte pas du simple hasard, mais plutôt d'un long parcours qu'elle a effectué pour en arriver là. Partant du statut de Pébaïdé, elle a progressé à travers différentes étapes pour finalement devenir propriétaire de son propre tuk-tuk. Du quartier de Bé à Adakpame, en passant par Asigame, puis en grimpant jusqu'à Agoué et Togblé. Maman Zem parcourt toute la ville de Lomé ainsi que ses environs avec son véhicule. Bien sûr, ce métier comporte des avantages, mais il ne manque pas de difficultés, comme nous l'a expliqué Maman Zem.
Pour devenir conductrice de tuk-tuk, Maman Zem a suivi une formation, même si elle était déjà à l'aise au volant de véhicules à 2 roues. Le terme tuk-tuk, qui trouve son origine en Inde, désigne les motos à 3 roues. Conduire ce type de véhicule demande des compétences spécifiques qui diffèrent de celles nécessaires pour conduire des motos traditionnelles. Il est important de noter que Maman Zem est la première femme conductrice de tuk-tuk à Lomé. En tout, elles sont actuellement 6 femmes à piloter ces véhicules à 3 roues dans la ville. Malgré le regard des autres et les stéréotypes de genre, elles assument leur métier sans complexe. Et voilà, nous restons toujours dans le domaine du transport pour vous parler non pas de tuk-tuk, mais plutôt de moto à 2 roues, justement avec cette nouvelle marque de moto qui est lancée à Lomé. Cette nouvelle marque qui vient donc concurrencer les autres déjà disponibles sur le marché. Il s'agit donc de la marque Shine Ray, lancée ce samedi. Le compte rendu avec Christian Roch, Aoumezono et Clarisse Atikle. Une nouvelle marque dans l'univers des engins à 2 roues au Togo, les motos Shenhue. De production italiano-chinoise, les motos Shenhue font partie de la nouvelle génération de motos de qualité supérieure, très résistantes. Déjà, c'est une marque innovante. Disons que nous allons simplement révolutionner le marché avec cette marque-là. Et nous espérons quand même que vous allez aimer. Nous vous réservons plein de surprises. Cette caravane a sillonné les artères de la ville de Lomé pour faire la promotion de cette nouvelle marque de moto. Shenhue veut donc révolutionner le marché des motos au Togo en proposant 14 nouveaux modèles de motos haut de gamme qui offrent à la fois confort et élégance aux conducteurs. We sold around 1 million units to export to the world. So this is the first showroom in Africa. And Shenhue responds for the layer, for the share, and for the fun. This is the brand emission. The third one is this is a new showroom, new concept for the customer to spend the time, spend their life in this showroom. This is what we want to share to the customers. Numéro 1 en Chine, les motos Shenhue sont les plus économiques sur le marché. La marque Shenhue est déployée pour la première fois en Afrique et plus spécifiquement au Togo. Elle va donc renforcer sa notoriété auprès des consommateurs togolais à travers d'autres nouveaux produits. This is the first step. We introduced 10 different models to here, and one for the communication, 2 for the sport bike, and another for the motor taxi. The second one is the second step. We will introduce automobile, the car, minivan, mini truck. The third one we will introduce the generator, water pump, and the e-bike. I hope everybody here in Togo, in the Africa, everybody enjoy Shenhue Sports. Avec un design unique, les motos Shenhue sont proposées à un coût très abordable et donc accessible à la bourse du consommateur moyen. Ils bénéficient d'un service après-vente. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.